Et donc Raphaël Rossello est avec nous, banquier d'affaires. Raphaël, l'opportunité du Covid-19. Alors évidemment, quand on voit ça sur un bouquin, c'est un gros bouquin en plus, qui fait plus de 300 pages, on se dit tiens, ça va être intéressant. Et puis en plus, Raphaël, vous écrivez, cet essai n'est pas une analyse idéologique, c'est le procès-verbal de constatation faite sur le terrain. Ouais. Alors première escroquerie, Raphaël, non. C'est pas un procès verbal, c'est pour le coup. Alors, et on va en parler. Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est un bouquin purement idéologique. Mais il n'y a pas une seule constatation faite sur le terrain dans tout ce que vous m'écrivez. Aïe, ça commence fort. Mais bien sûr. Ça commence fort. Mais génial. Bouquin idéologique qui nous dit en gros une chose, et le constat, mais on va en parler ensemble. Nous sommes sous un régime de fausse croissance et sous un régime de mensonge économique. C'est ça que nous sommes en train de traverser, Raphaël, depuis un bon moment. D'ailleurs, ce n'est pas forcément lié au Covid. Vous dites que le Covid permet justement de révéler cette espèce de grande arnaque, de fausse monnaie, de fausse croissance. Mystification. Alors allez-y, dites-moi en quoi on est sous un régime de fausse croissance. Vous dites parfois aussi, on est dans une impasse, ce que je préfère, mais prenons le régime de fausse croissance. Non, parce qu'il n'y a aucun pessimisme dans mon constat. Par rapport à beaucoup de gens qui sont, je dirais, des collapsologues avérés, je suis un optimiste acharné. Et je vais essayer. Oui, alors attendez. C'est pas l'impression qui ressort du bouquin quand on le lit quand même. Et je vais essayer de mettre le doute dans votre, dans votre esprit. En fait, le point de départ, c'est une lettre qui s'appelle le sentiment d'incertitude, le climat d'incertitude. Et en 95, quand j'étais le petit prince des introductions en bourse, j'en ai fait une centaine, dont Bruno Van Rib. D'accord. Donc en 95 Entre 95, la bulle Internet, entre 95 et 2001. Okay. Et un grand avocat d'affaires m'arrête, on s'arrête dans la rue et me dit, mais comment est-il possible qu'il y ait une telle euphorie sur les marchés, les PME, c'était Euronext qui créait le nouveau marché, etc. Et quand on écoute les gens, un sentiment d'incertitude. Et ce mot a marqué le début d'une interrogation que j'ai vécue entre New York et Paris en faisant des introductions en bourse de sociétés technologiques. J'ai lu... Donc vous saviez très bien qu'elles n'avaient pas plus d'épaisseur que la feuille de papier qui servait à imprimer leur business plan ? J'en savais rien. Attendez, non, Stéphane, je n'en savais rien. J'étais dans l'étonnement. Bon. Et en 2012, donc 15 ans plus tard, je tombe sur une note de la Réserve fédérale et j'utilise le terme de sidération, me montre que pendant 2 siècles, l'Amérique a connu une croissance que je qualifie de forte et autonome, de l'ordre de 4%, et que depuis 1960-70, l'Amérique connaît une croissance affichée décroissante et un déficit croissant. Oui, parce que vous avez un tableau d'ailleurs où vous retirez l'inflation du taux de croissance. L'inflation, elle a toujours été déduite de la croissance, toujours. Oui, mais... Non, je déduis, j'ai osé, mais ça a été validé par des comptables, et notamment par l'Académie des sciences techniques et financières et comptables. Je veux dire, c'est pas un tour de passe-passe que je fais. C'est que je dis, OK, alors j'ai pris les séquences américaines. Et là, ça a été la stupéfaction. Dans la mesure où sur les 50 dernières années, ce leader mondial de tout, la tech, l'argent, la finance et autres, me dit quoi ? Croissance moyenne sur 50 ans de 2,8%, déficit moyen sur 50 ans de plus de 5%, et j'ose faire la soustraction. Voilà, c'est ça, c'est avec le déficit. Ce qui est le principe d'une croissance organique. Vous aviez à ma place, il y a quelques jours, le patron d'Eurazeo, Olivier Millet. Euraseo PME, absolument. Euraseo PME. Euraseo PME. PME.
J'appelle Olivier et je lui dis, Olivier, j'ai le deal du siècle. J'ai une affaire dans laquelle il y a de la techno, il y a de la croissance, il y a tout. Quelle va être, au bout de 3-4 minutes de mon pitch verbal, la question d'Olivier ? Oui, d'accord. En croissance organique, qu'est-ce qu'elle fait ? Donc ça veut dire par elle-même, hein, Par elle-même. Par elle-même. Par elle-même. Et je veux dire, c'est gigantesque, mais depuis 50 ans... Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, Raphaël, depuis combien de temps ? Depuis 50 ans ? Oui. Ah, moi déjà, je le disais depuis 10 ans, mais depuis 50 ans, la croissance des pays développés, on va le dire comme ça, voilà, est dopée à l'EPO de la dépense publique. Alors, top. Pour moi, il n'y a pas que la dépense publique. Il faut qu'on avance. Enfin, on a un peu de temps, mais il faut aller aussi droit au but, hein, quand même. Alors, on y va. On va pas que sur la dette publique. La dette publique représente le tiers de la dette. Donc, j'en ai un peu marre des gens qui me parlent que de la dette. La dette, attendez les mecs, il y a la dette publique... Et la dette privée. Et la dette privée. La dette privée fait les 2 tiers de la dette globale. D'accord ? Alors, on a un problème, aujourd'hui, on le sait. Bien. On a un mécanisme... Attendez. On a un mécanisme par lequel on n'a plus de croissance organique. Ce qui est admis par le consensus, c'est de dire, on a de la croissance à crédit. Hein, vous êtes d'accord ? C'est le mot. Non, en fait c'est l'un des aspects qui est intéressant. C'est que c'est un débat qui est appuyé sur des statistiques qui sont des statistiques d'une époque de production, qui sont des statistiques d'une époque fordiste, où on comptait les voitures qui sortaient de l'usine. Je suis d'accord, mais Stéphane... Beaucoup d'économistes vous diront, en fait, c'est cette fameuse phrase, hein, les ordinateurs sont partout, sauf dans les statistiques. Beaucoup d'économistes vous diront, en fait, la croissance est réelle, mais pas mesurée. Non, top. Stéphane, votre vie, celle de vos enfants, votre système, votre plan d'assurance, votre plan santé, tout est fonction de ce critère qui s'appelle la croissance. Ouais. OK. Elle n'est pas bonne, le PIB n'est pas bon, etc. On a une boussole. Vous allez plus loin d'ailleurs. Hein. Non, mais je cite cette phrase parce qu'elle est importante et alors celle-là est fondamentale. La croissance est indissociable de la démocratie et de l'état de droit. Si la première décline, la croissance, il est à craindre que les seconds, démocratie et état de droit, suivent cette tendance. Alors, Stéphane, un chiffre. Nous sommes... Alors, donc je me suis dit, mais quel est le germe, quel est le bacille souche de la croissance de ce truc-là ? La croissance de la productivité. Elle s'est effondrée, en 60 ans, ok ? Et tout le monde regarde dans la courbe que vous ne voulez pas que je montre à l'écran. Tout le monde regarde. Non, moi je interdis rien du tout. Non, mais là vous n'allez pas la montrer maintenant, ça va être moche. Non, voilà. Mais non, mais il fallait l'amener avant, ça va être moche. Je sais pas s'ils peuvent la filmer. Okay. Mettez-la de. Voilà. Non, mais ce que je veux dire. Vous parlez d'un truc, hein. Non, attendez. Il fallait le montrer, hein. Non, mais il fallait le montrer. Pourquoi ? C'est la Banque de France qui le publie, c'est l'OCDE, etc. Je veux dire, j'ai pas senti Productivité globale des facteurs, hein, mesdames, messieurs, la clé de la productivité. D'accord. Okay. Voilà. Bien. Cet effondrement, il correspond à quoi ? Au top de la productivité. Université américaine, c'est le climat d'incertitude le plus faible de la période. Démocratie, le nombre d'électeurs se rendant dans les bureaux de vote dans tous ces pays, au maximum, au zénith. Et on regarde 60 ans plus tard, et qu'est-ce que l'on constate ? Qu'il n'y a plus ou pratiquement rien, de croissance de la productivité. OK ? Bien. Et parallèlement... Attendez. Et parallèlement... Non, mais il faut avancer, Raphaël. Et parallèlement, un défi démocratique. Et parallèlement, des mêmes questions, c'est-à-dire, vous faites un lien, et là, pour le coup, je le trouve très intéressant, entre effectivement cette chute de productivité et les défis qui sont posés aujourd'hui à la démocratie par l'ensemble des populismes. Mais alors justement... Ben oui, c'est vous qui l'écrivez, heureusement que vous êtes d'accord. Bah oui. Mais c'est ça qui me fout les boules. C'est que du fait que mon discours soit considéré, soit sorti de son idée, simplement parce qu'on a peur. Mais non, c'est pas qu'on a peur. Mais si, on a peur de ne pas trouver de solution. C'est deux choses. C'est un, moi je le dis assez régulièrement, hein, pour faire ce que vous faites là. Ouais. J'ai commencé à faire de la télévision il y a 15 ans. Il fallait 3 fois plus de personnes. Voilà. Donc, c'est sans doute dans aucune statistique, mais cette digitalisation intensive de l'ensemble des processus de production, va falloir à un moment quand même qu'on m'explique pourquoi c'est pas une hausse de productivité. J'y viens. D'accord. Vous savez pourquoi ?
Bien sûr, mon prédécesseur pour Tesla, mais il a raison. Je suis en train de travailler sur des biotech qui vont reprogrammer des cellules souches. Génial! Je suis en train de travailler avec des boîtes de nanotechnologie pour augmenter la performance de tous les écrans, etc. Génial! Oui, c'est passionnant. Alors. Mais ça n'entraîne plus la croissance telle qu'elle est mesurée. Telle qu'elle est mesurée. Telle qu'elle est mesurée. Eh bien oui, mais quand vous regardez les annonces faites par M. Bruno Le Maire, il vous dit la dette, je vais la payer parce qu'il va y avoir de la croissance. L'erreur de Sarko quand il a dit je vais aller chercher de la croissance avec les dents. Mais c'est pas à toi, bonhomme, d'aller la chercher. C'est à nous, c'est au peuple. Or, à partir du moment où cette courbe te démontre, c'est que tu n'es plus suivi. Et on arrive à au deuxième méga problème. C'est qu'étant donné qu'on ne veut pas envisager, je ne suis même pas en train d'essayer de vous convaincre, il m'a fallu 20 ans de recherche. 8, attendez, Stéphane, 8 ans pour admettre ce que je suis en train de vous dire. On ne veut pas envisager. On fait de la dette massivement. Massivement. À taux zéro. Mais, et alors, on avait... Attendez, on serait au niveau de la dette globale. Je parle toujours de la dette globale. Au niveau de la dette globale du monde avant Covid, mais il y avait un problème sanitaire, mais il y avait plus de problèmes économiques. 25%, 30% de PIB, on s'en fout. On attaque la crise en étant entre 300 et 400%. Attendez, ça veut donc dire... Raphaël, c'est votre métier. Tout le monde s'en fout. Pas vrai. Mais pas vrai. tout Non, le monde... non. Mais enfin, heureusement que tout le monde s'en fout. Ceux qui ne s'en foutent pas ont tort. C'est Olivier Blanchard, ancien chef économiste du FMI, l'écrit ce matin dans Les Échos. Mais Voilà. Ne vous préoccupez pas de la dette. Eh bien, il est dans l'obligation, comme mon copain Arnaud Montebourg, il est dans l'obligation de faire plaisir aux gens. Non. Mais pourquoi? Ok, mon ami, j'ai là un billet de 5 $. Vous savez ce qu'il y a sur le billet de 5 $? Ce document est une reconnaissance de dette publique ou privée. Vous me dites, ah non, on a monétisé, on s'en fout, tout ça, ça reste dans les banques. Ok? Je déchire ces 5 €, ces 5 $. Et vous croyez que ça n'a aucun effet? Mais vous les déchirez pas. Vos 5 $... On les annule. Mais non, vous ne les annulez pas. On les annule. On les annule. Donc la vitesse de circulation de la monnaie s'effondre. Donc je veux dire, vous êtes... Mais je sais, mes associés les plus jeunes me disent... Non, mais attendez, je ne comprends pas votre histoire d'annuler. Vous n'annulez rien du tout. Vous en imprimez massivement de la monnaie. Aucune n'est annulée. Et force est de constater que l'inflation n'est pas là et qu'on la cherche partout. Stéphane, la grand-mère de ma chère épouse était dans la Sarre pour le... Mais non, Attends, top. Elle m'avait donné un billet de 50 000 milliards de marques. Autre histoire, autre considération. Oui. Je suis complètement d'accord. OK. Eh bien, moi, je vous dis que ce bureau, qui vaut 1 000 €, un jour, il faudra le payer 1 million d'euros. Oui, mais alors c'est là où... Et donc, qu'est-ce que je dis? C'est le grand tort, je trouve, de votre bouquin, c'est que c'est déclamatoire. Non. Vous dites ça, mais non. appuyez sur quoi? Où est l'inflation? Alors, vous allez la chercher. Il n'y en a pas. Ah, mais dans votre bouquin, vous allez la chercher. Mais il n'y en a pas, on est dans un système déflationniste. Eh bien, pourquoi y en aurait-il tout à coup? Pourquoi surviendrait-elle tout à coup? Parce que vous avez deux inflations. Il y a 10 ans qu'on imprime massivement de la monnaie. Eh ben, continuez, mon ami. Mais continuez. C'est pas continuer, c'est quelle est l'alternative? Alors, l'alternative... Parce que c'est ça le sujet de l'ensemble de ce... Tout le monde sera d'accord pour dire, comme vous l'écrivez, on est dans une impasse. Tout le monde sera d'accord pour dire, il y a quelque chose de fictif dans le système dans lequel on est aujourd'hui. Ouais. Absolument, on est tous d'accord. Quelle est l'alternative? Alternative 1, l'admettre. D'accord, ok. 2, ok. 2. D'accord. Oui, mais attendez, quand je vais chez un médecin, j'admets que je suis malade ou j'admets pas que je suis malade. J'entends ce point. Premier point, fondamental. 2, on peut jouer sur les horloges. Et on ne va pas rentrer dans le débat parce que ça serait trop long. 3. Attendez, mais juste un mot, ça veut dire quoi, jouer sur les horloges? 3, attendez. Repousser la maturité de la dette? Oui, mais ça c'est pour la dette. D'accord, mais également, puis c'est que notre cycle, d'un côté, il est accéléré dans l'univers que je représente. Il s'accélère, d'accord? Les LBO qui étaient de 6 ans sont de 5, sont de 4. Oui, d'accord. OK. On ralentit. On ralentit. On sort de cette frénésie. On sort de cette frénésie. Hein. On passe d'un staccato à un adagio. Voilà, c'est tout aussi beau. Et on y arrive. 3. On prend conscience qu'en continuant, il faut... Parce qu'on mélange richesse et patrimoine. On confond que l'essentiel des populations n'ont pas de patrimoine et qu'eux sont dépendants de la production de richesses. Et mon alerte, c'est ce que j'appelle la rupture, la rupture de la portance
humaine. Et là, comment 74 millions d'Américains ont voté pour un fou? C'est là où... Bon, on va pas rentrer dans les détails du bouquin, ceux que ça intéresse, et je pense que c'est assez vivant quand même, donc iront le lire. Mais non, mais par exemple, à un moment, vous dites, alors, vous balayez d'un revers de main l'histoire du revenu universel. Ah, mais c'est pour moi l'horreur. L'horreur absolue. L'horreur absolue. Mais attendez, je vous condamne. Attendez, je vous condamne. Surtout, Stéphane, je vous paye un salaire. Vous avez 18 ans, jusqu'à votre mort. Surtout, foutez-nous la paix. Vous n'avez aucune utilité sociale. Mais vous imaginez ça? Mais pourquoi pensez-vous, alors on va pas rentrer dans un débat sur le revenu universel aujourd'hui, mais aujourd'hui, non mais, Raphaël, si vous faites le diagnostic que vous faites, c'est-à-dire une panne de croissance, cette panne de croissance d'un côté, deuxième aspect qui est alors là très largement admis, problème de partage de richesses. C'est-à-dire, oui, le monde technologique amène sans doute à une concentration très très forte des richesses entre quelques mains. Si vous balayez d'un revers de main, c'est-à-dire vous refusez même, ces 3 lignes, vous refusez même d'y réfléchir, la question du revenu universel, je ne sais pas vers quelle voie vous allez aller pour trouver une solution. En tout cas, pas la voie qui est de dire, alors on ne va pas faire des robots qui font des pizzas, parce que c'est bien qu'il y ait des gens qui font des pizzas. Ouais. Par contre, on va faire des robots pour aider les chirurgiens, parce que... Mais c'est l'énormité. Mais vous allez me créer la commission, vous allez me créer la commission des robots utilisés. Mais pas du tout. Moi, je suis avec des patrons qui ne voient plus votre croissance. Et c'est dans le textile technique, et c'est dans la mécanique, et c'est dans le façonnage... mais ça, on est d'accord, je veux bien... et il faut l'admettre. Il ne la voit pas. Mais c'est là où les solutions, si vous voulez, c'est-à-dire l'alternative à ne pas essayer de maintenir la machine à coût effectivement d'endettement et de dépenses publiques, je ne sais pas ce que vous avez d'autre comme alternative. Voilà. Alors, l'alternative... Si vous admettez mon... Je sais, mais... alors, Stéphane, merci. Vous êtes la télé des audacieux. Je ne serai probablement pas réinvité sur ce plateau, mais... Attendez. Pourquoi? Non, mais parce que je savais... Débat, non, mais attendez. Mais je savais qu'en venant, et je vous remercie d'être rentré vif dans le sujet. Non, mais attendez. Soit il y a un débat, soit il n'y a pas de débat. Soit il y a un débat, soit il n'y a pas de débat. Si vous me dites, et c'est la leçon... Ok, vous n'ouvrez pas le débat. Si, je l'ouvre. Je dis simplement qu'au lieu d'avoir le diktat de fonds activistes, mais ces types devraient être hors la loi. Il n'y a pas d'autre richesse que d'hommes. 16e siècle, Jean Bodin. C'est éternel. Si vous remplacez... Donc revenu universel. Mais c'est pas de la création de richesse. Mais non, mais il n'y a d'autres richesses que d'hommes. Soutenez les hommes. Justement, donnez-leur toutes les chances possibles dans un monde... Attendez, qui en a de moins en moins. Attendez, en les condamnant à l'inutilité sociale. Mais pourquoi ils pourraient bosser? Pourquoi est-ce qu'un revenu universel vous empêcherait de bosser? Parce que je me réveille le matin, je vais chercher mon chèque à la banque. Mais non, parce que vous vous ennuyez, parce que vous avez envie d'en avoir plus, parce que non, l'un n'exclut pas l'autre. Mais encore une fois, c'est la façon dont vous balayez ça en 3 lignes. Pourquoi? C'est parce que je constate. J'ai été formé par un Suisse allemand. D'accord. Brillantissime, matheux, financier, etc. J'ai vécu dans un entourage alémant où je constate simplement, il y a une anecdote sur le français Doriot, qui a été prof Il nous reste une 30, si on rentre auprès de Jacques Doriot, on va être mal. Non, attendez, et qui dit simplement, dans le capitalisme, le profit est la récompense. Je dis qu'aujourd'hui, notre système dans lequel je suis un acteur, c'est que le profit est l'objectif. Eh bien, soit on modifie un peu ça dans les 10 ans qui viennent, et on évite de se dire qu'en cherchant 2%, il faut s'endetter de 4%. C'est ça mon message. En tout cas, merci. Non, alors j'ai pas le temps parce que vous faites un sort à une note de l'OCDE que moi je trouve super intéressante. C'est exactement ce qu'il faudrait faire. Non, mais je vais répondre à un article. Je vais répondre à un article. Non, on est au bout. Non, alors ça, non, c'est pas possible, on n'a pas le temps. Non, mais pas maintenant. Ah oui, d'accord. Je vais y répondre. C'est une honte de dire que la productivité va revenir. C'est de la vente d'un rêve qui est faux. On ne peut pas inverser cette recours. Alors il faut vivre avec. Là, vous marquez un point dans mon esprit, Raphaël. Voilà, vous n'êtes pas venu pour rien. Alors, je suis pas la meilleure façon de guérir, c'est d'abord de reconnaître qu'on est malade. Tant qu'on ne reconnaît pas qu'on est malade, on ne peut pas vraiment guérir. Et il y a des solutions. Croyez-moi.